Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le podcast d'actualité internationale de Slate.fr. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Salut Jean-Marie. Bonjour Christophe. Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Salut Alain. Bonjour Christophe. Ils sont plusieurs milliers de migrants, entre 3 et 4 000 selon les estimations, à se masser à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie par des températures glaciales. Bloqués par Varsovie, encouragés par Minsk, ces hommes, ces femmes et ces enfants, en majorité originaires du Proche-Orient, semblent être les pions d'une crise migratoire orchestrée par le président Loukachenko. Le régime biélorusse aurait provoqué l'arrivée en masse de ces exilés en facilitant l'obtention de visas, en organisant les voyages et surtout en les empêchant de rebrousser chemin. Si la Pologne est en première ligne, c'est bien l'Union européenne qui est visée par le dictateur, car les frontières de l'une sont aussi les frontières de l'autre. Une attaque migratoire, je reprends là les mots du secrétaire d'État français chargé des affaires européennes Clément Beaune, une attaque migratoire donc en réponse aux sanctions de l'Union contre Minsk, décidées après le détournement d'un avion de ligne en mai dernier, on vous en parlait déjà dans Le Monde Devant Soi, et contre la répression de l'opposition par un régime violent. Bilan, après de multiples rebondissements et les menaces biélorusses de couper le gaz à l'Europe, Minsk est sous le coup d'un nouveau train de sanctions et plusieurs milliers de vies sont en jeu. Comment en est-on arrivé là, Jean-Marie ? Cela fait quand même plusieurs semaines que les flux de migrants s'intensifient aux portes de l'Europe via la Biélorussie. On n'a rien vu venir en Europe ? Si on l'a vu venir, mais d'abord il faut préciser qu'on n'est pas face à une crise migratoire. Parce qu'on nous explique, notamment dans la vie politique française, il y a suffisamment de porte-parole pour nous dire c'est une nouvelle crise migratoire, il faut construire un mur et ainsi de suite. Ça n'est pas une crise migratoire, c'est une attaque en règle avec une sorte de bouclier humain, enfin en tout cas de masse de manœuvre humaine, c'est une manœuvre totalement abjecte qui consiste à transporter un certain nombre de gens, à les attirer, à les transporter et ensuite à les pousser donc vers les frontières à la fois polonaises et lituaniennes. Donc déjà, il faut bien avoir conscience de cela parce que on n'est pas face à tout d'un coup un phénomène tel que celui qui s'est produit en 2015, par exemple, et qui a conduit d'ailleurs l'Allemagne à accueillir 1 million de réfugiés. Ensuite, c'est vrai que on a vu la crise s'installer petit à petit, qu'il y avait un certain nombre d'alertes qui étaient données, et puis à un moment, ça a pris un tour paroxystique parce que les Biélorusses sont vraiment pousser les gens, que les Polonais ont mis des barbelés, ont mis des troupes et ainsi de suite. Donc c'est devenu une crise aiguë et qui devrait ensuite, je vois pas d'autre issue que de la voir refluer d'une certaine façon. La Biélorussie cherchait un allègement des sanctions et pour le moment elle a gagné un alourdissement des sanctions. Donc à un moment donné, et probablement sous l'égide de Vladimir Poutine, mais on va parler de tout cela, il y aura nécessairement quelque chose qui ressemble à un compromis. On a vu un autre chef d'État faire la même chose, c'était Erdogan en Turquie, menacer l'Europe d'ouvrir les vannes à réfugiés, en échange justement d'un traitement moins dur de l'Union à son encontre. Ça a marché avec la Turquie, mais face à la Biélorussie, l'Union reste ferme, Alain. C'est deux situations assez différentes. Dans un cas, vous avez une négociation entre l'Union européenne et la Turquie, qui consiste à dire la Turquie accueille 3 voire 4 millions de réfugiés syriens auxquels elle a ouvert le marché du travail en Turquie. Il ne faut pas oublier ça non plus. Ces gens sont aidés par l'ONU aussi et par plusieurs organisations internationales. Et en contrepartie, on a demandé à Erdogan, on va vous donner une aide financière supplémentaire qui se chiffre en milliards d'euros tous les ans. On va vous donner une aide supplémentaire, mais en contrepartie, les réfugiés syriens qui se trouvent sur le territoire turc, s'ils veulent aller dans un des pays de l'Union européenne, ils doivent obligatoirement faire leur demande en Turquie. Autrement dit, tout passage clandestin vers la Grèce, puis à travers la route des Balkans vers le cœur de l'Union européenne, sera considéré comme illégal et la personne qui fait ça ne pourra pas déposer une demande d'asile au sein de l'Union européenne. Ça, c'est l'accord que nous avons passé et renouvelé. De temps en temps, lorsqu'il y a une crise entre les deux parties, Erdogan, effectivement, manipule lui aussi certains réfugiés, quelques centaines de réfugiés, pour qu'ils aillent à la frontière de l'Europe, en Grèce. Et ça s'est mal passé parce que l'armée grecque s'est déployée, la police grecque s'est déployée, et ils ont refoulé les réfugiés en Turquie. Là, c'est un peu différent. Je voudrais revenir sur l'exposé des faits. D'abord, on n'a pas besoin de mettre ça au conditionnel. On sait ce qui s'est passé.
On sait l'instrumentalisation des migrants, comment elle a été organisée par Loukachenko, le dictateur biélorusse. Son consulat, ça s'est passé essentiellement en Irak, dans la zone kurde de l'Irak. Son consulat a fait savoir à des passeurs, trouvez-nous des candidats, des familles, des célibataires, peu importe, qui veulent aller au sein de l'Union européenne, nous les amènerons à Minsk par l'intermédiaire d'agences de voyage qui prennent leur commission. Nous payerons le voyage avec des charters et quand ils seront à Minsk, nous les emmènerons auprès de passeurs qui les conduiront soit à la frontière de la Lituanie, soit à la frontière de la Pologne. C'est ce qui s'est passé pour un tout petit nombre de gens, quelques milliers. On laissait entendre 14 000. À vrai dire, je crois que ça porte sur moins de 5 000 personnes pour le moment. Et donc ces gens-là, de bonne foi, sont passés par des agences qui leur ont proposé tout ça, sont arrivés à Minsk. Là, on les conduit à la frontière. L'armée biélorusse se déploie à ce moment-là derrière eux et leur interdit de faire le chemin contraire, de revenir à Minsk. Et en face d'eux, l'armée polonaise est déployée avec des barbelés, etc., comme le disait Jean-Marie, pour les empêcher de franchir la frontière. On a donc créé une sorte d'espace. Il y a eu des morts, probablement une dizaine de morts de froid. Mort de froid. Et donc voilà ce qui s'est passé. De temps en temps, l'armée biélorusse les pousse vers la frontière, tire des grenades fumigènes pour gêner l'armée polonaise en face, et incite ou donne même des instruments aux réfugiés irakiens qui sont là pour qu'ils arrachent les barbelés. Donc on est dans l'instrumentalisation des migrants, on est dans du trafic d'êtres humains qui relève de la Cour de la justice internationale. Donc Loukachenko, non seulement l'an passé, a détourné un avion appartenant à une compagnie de l'Union européenne pour s'emparer d'un Biélorusse qui avait reçu l'asile politique, qui était protégé par l'Union européenne, mais maintenant il se livre au trafic d'êtres humains. Cette logistique immense, passant par plusieurs agences de voyage et plusieurs compagnies de charter, n'a évidemment pas échappé aux services russes. D'autant que quelquefois ça s'est passé en Syrie, à Damas, ville qui est quasiment sous la tutelle de la Russie. Et puis il a perdu. Il a perdu, comme on l'a dit, parce que l'Union européenne a tenu bon. Cette crise va prendre fin, parce que maintenant, sous la pression de l'Union européenne, Loukachenko va reculer. L'hypothèse la plus vraisemblable, c'est que le Haut-Commissariat pour les réfugiés s'occupe d'un retour relativement digne de ces gens à Irbil, dans le Kurdistan d'Irak. Et c'est ce qui va se faire, sans doute avec une aide financière, quelque chose comme ça. Ils ont déjà perdu pas mal d'argent, 4 à 5 000 euros chacun. Entre 4 300 euros et 5 000 euros pour chaque personne qui a été amenée comme ça à Minsk. Donc voilà, c'est du trafic d'êtres humains, c'est de la prise d'otages. C'est pas une crise migratoire. Et contrairement à ce qu'espérait Loukachenko, et peut-être Vladimir Poutine, eh bien l'Union européenne a trouvé les moyens de répliquer, parce qu'elle a fait savoir à toutes ces agences de voyage, à toutes ces compagnies de charter venues du Moyen-Orient, qu'elles ne pourraient plus se poser sur aucun aéroport de l'Union européenne si elles continuaient à aller chercher des gens au Moyen-Orient pour les amener à Minsk. L'Union européenne a réagi vite et bien. Alors, pas une crise migratoire, mais une attaque migratoire. Donc, il y a eu cette réponse par les sanctions européennes, mais il y a aussi une autre réponse qui est celle de la Pologne, qui a prévu d'ériger un mur de 180 km de long, le long de sa frontière avec la Biélorussie, une frontière qui fait environ 400 km. Alors, le mur, ça rappelle les grandes heures de Donald Trump, qui avait envisagé ce mur avec la frontière mexicaine. En Europe, ça ne serait pas une première. Il y en a qui existent en Espagne, en Grèce et en Hongrie. Mais est-ce que pour autant, Jean-Marie, ériger des murs, c'est une solution? Est-ce que c'est dans l'idéal européen de se barricader ainsi, et surtout, est-ce que ça pourrait être efficace selon vous? Vous évoquiez la Hongrie, c'est le plus récent, c'est des fils de fer barbelés pour empêcher au moment de la crise migratoire, la vraie, celle de 2015, de passer de la Serbie à la Hongrie, pour bien montrer que la Hongrie n'acceptait personne. De toute façon, la gloire de la démocratie libérale et de l'ouest de l'Europe, c'est d'avoir contribué à faire tomber le mur qui séparait les deux Europes, et notamment évidemment le mur de Berlin. Donc, d'imaginer que cette Europe-là puisse être à l'initiative de la construction d'un nouveau mur, c'est un non-sens historique. Et donc, ça devrait faire reculer tout le monde dans cette perspective. On est là dans des postures de pure politique intérieure, parce que ce mur va servir à quoi? Une fois que le compromis est trouvé ou que la Biélorussie aura reculé, il va servir à quoi? À rien.
Sinon, au gouvernement polonais qu'il a montré ses muscles et ainsi de suite. Donc c'est vraiment de la gesticulation et de la gesticulation de la pire espèce d'une certaine façon. Comme l'a dit Alain, l'Europe a très bien répondu et très rapidement répondu, contrairement d'ailleurs à ce qu'on entend dans la presse française ou ce qu'on lit par ailleurs. L'Europe ne fait rien, l'Europe ne fait rien. L'Europe a fait ce qu'elle avait à faire. Mais on voit bien, par exemple, l'embarras du gouvernement français devant cette histoire. Et c'est vrai que dans une situation de cette nature, il faut aider la Pologne. Parce que la Pologne est attaquée, parce qu'elle est membre de l'Union européenne et la cible est là. Donc il faut soutenir la Pologne. Point. Il faut s'arrêter là et ne pas aller jusqu'à... Il faut soutenir la Pologne, donc je l'aide à construire un mur, parce qu'il ne faut pas l'aider à construire un mur, c'est de la pure politique politicienne. Et puis dans tout ça, il y a quand même quelque chose qui est choquant. D'abord, on voit bien que par exemple le gouvernement français est tétanisé à l'idée que des caméras puissent filmer des migrants, donc entre guillemets des pauvres gens qui ont été poussés là, entrant en Pologne et entrant en Europe. On voit bien que ça n'a surtout pas d'image de cette nature, alors que le réflexe normal d'un Européen normal aurait dû être de dire ils sont 3 ou 4 000, de toute façon, ils sont 3 ou 4 000, on va naturellement les accueillir, naturellement empêcher ces familles de mourir de faim et de froid. Je rappelle qu'on est 447 millions d'habitants dans l'Union européenne. Exactement, donc c'est une situation aberrante de ce point de vue-là. S'en mêle l'idée que la Pologne ne veut accueillir personne, etc. Et donc là, on aurait dû, j'allais dire, dans le soutien qu'on donne à la Pologne, aussi conduire à ce que soit accueilli, mais peut-être dispatché ailleurs qu'en Pologne, comme on le fait pour d'autres réfugiés. C'est quelques 3 ou 4 000 personnes sur le territoire de l'Europe, plutôt que de les reconduire ou de faire en sorte qu'ils soient reconduits là d'où ils viennent. Donc ça me paraît vraiment un très mauvais signe des temps de cette façon que l'on a aujourd'hui de vouloir se replier à toute force et de bien montrer qu'on ne laisse pas passer, alors que le problème, encore une fois, n'est pas celui de la manifestation d'une crise migratoire, c'est, comme l'a dit Alain, une prise d'otage par un gouvernement dictatorial, soutenu évidemment par la Russie. Sur la Russie, on va en reparler évidemment tout à l'heure, mais je voudrais compléter ce qu'a dit Alain d'un seul détail. Pour aller de Syrie ou du nord de l'Irak en Biélorussie, en avion, il y a un moment ou un autre, il faut survoler le territoire russe. Donc ils ont bien eu l'autorisation de survoler le territoire russe. Alain, Jean-Marie a dit qu'il fallait qu'on aide la Pologne, que l'Union aide la Pologne. Comment est-ce qu'on peut l'aider, la Pologne ? Je voudrais revenir juste sur cette question des murs. L'Union européenne, elle vit mal à cause d'un manque d'affectio societatis, c'est-à-dire de sentiments communs. Je ne parle pas de citoyenneté européenne qui existe sur le plan juridique, mais c'est un instrument qui est trop en avance, si vous voulez. Mais elle manque de ce qu'on appelle l'affectio societatis, c'est-à-dire le sentiment d'appartenir à la même communauté, le sentiment de partager quelque chose de fort en commun au-delà des relations économiques. Et ça, vous ne l'avez que si l'Union européenne a des limites. C'est là où, sur la question du mur, de la manifestation physique d'une frontière, on peut discuter. Il peut y avoir un vrai débat. Après la crise de 2015, je reviens à votre question, on s'est rendu compte qu'on avait organisé la circulation intérieure pour les pays qui étaient volontaires, pour les pays de l'Union européenne qui étaient volontaires, à travers les accords de Schengen. Et à ce moment-là, vous avez cette liberté de circulation, non seulement des capitaux, non seulement des biens et des marchandises, non seulement des services, mais aussi des personnes, avec la liberté d'établissement là où vous voulez. Et on s'est aperçu qu'on a fait ça avant d'avoir manifesté l'existence de frontières extérieures de l'Union, par l'intermédiaire d'un corps de douaniers spécifique, de police des frontières spécifique. Il y avait cet instrument, Frontex, mais il était marginal. Depuis 2015, Frontex est devenu un véritable corps de police des frontières, très entraîné, très professionnel, évidemment accueillant des fonctionnaires de tous les pays de l'Union qui le souhaitaient. Et bizarrement, dans un geste qui faisait plaisir à la Pologne, on a d'ailleurs installé le siège de Frontex à Varsovie. Cette organisation internationale au sein de l'Union est installée à Varsovie, du temps d'une précédente majorité polonaise qui était plus pro-européenne que celle que nous avons aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Aider la Pologne. On a tout de suite dit à la Pologne:
Si vous voulez, nous pouvons déployer Frontex à la frontière pour vous aider. S'il y a 2, 3, 400 personnes qui ont franchi la frontière, on sait faire. On sait leur proposer les différentes formules d'asile qui sont possibles, etc. On sait faire. Le gouvernement polonais a refusé cette aide. Il a préféré faire appel, de manière symbolique, à 10 militaires britanniques qui étaient basés dans le cadre d'un détachement de l'OTAN en Pologne. C'était insultant à l'égard des autres pays de l'Union européenne. C'était méprisant à l'égard de Bruxelles que de dire nous préférons déployer 10 Britanniques plutôt que déployer Frontex, que votre capitale, Varsovie, accueille par ailleurs. Donc on en était là. Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, si vous voulez ? On leur a proposé ça. Naturellement, nous avons apporté toutes les aides possibles et imaginables, facilité, si possible, l'intervention d'ONG qui ont jeté par-dessus les barbelés des rations alimentaires aux malheureuses familles qui étaient de l'autre côté dans la forêt. On a proposé une aide financière, on s'est montré extraordinairement solidaire et compréhensif et on a mis en place ces nouvelles sanctions contre Loukachenko et qui semblent être particulièrement effectives. Donc voilà ce qu'on a fait. Voilà ce qu'on a fait, mais voilà aussi un gouvernement qui a refusé l'aide institutionnalisée, organisée de l'Union européenne. Cette aide ne peut pas aller très loin pour une autre raison, en tout état de cause, qui est qu'il n'y a pas de politique commune de l'immigration au sein des 27. Ça relève du domaine national de chacun des États. Nous avons nos critères pour accorder l'asile politique à des gens qui viennent de la zone kurde. En fait, on ne devrait pas accorder l'asile politique à des gens qui viennent de la zone kurde parce que c'est un des rares endroits libres au sein du Moyen-Orient. Mais on peut discuter de ça. Mais chacun a sa propre législation. Chacun a sa carte des endroits qui peuvent être qualifiés comme particulièrement dangereux. Il n'y a pas de législation communautaire sur l'asile politique. Donc la prochaine étape, ce serait que nous ayons une législation communautaire sur l'asile politique. Et ça ressemblerait véritablement, ça répondrait à votre question, si vous voulez, ça permettrait d'aider plus facilement un État aux frontières de l'Union qui se trouve attaqué par ce genre de pratique. Je pense ça ne sera pas un précédent parce que je pense que ça ne va pas se renouveler souvent, ce genre de piratage comme le pratique Loukachenko. Je voudrais revenir sur celui dont l'ombre plane dans cette histoire, c'est Vladimir Poutine, vous en avez parlé Jean-Marie. Alors d'un côté, Alain vous expliquait que Moscou ne pouvait ignorer la manœuvre de Minsk. De l'autre, on a vu le président russe lâcher le Biélorusse quand celui-ci a menacé de couper le gaz à l'Europe. Ils font des manœuvres ensemble. On sent que, et on l'avait expliqué dans un précédent épisode du Monde devant soi, que Loukachenko est un allié encombrant pour Poutine. Reste quand même qu'il est bien pratique pour Poutine pour éviter le glissement de la Biélorussie dans le camp occidental et surtout pour mener des coups contre l'Union européenne. C'est-à-dire qu'il faut toujours, comme élément de contexte principal, avoir en tête ce que cherche Vladimir Poutine. Le problème de Vladimir Poutine, c'est d'affaiblir l'Union européenne et donc de se servir de tout ce qu'il a à disposition pour l'affaiblir. Donc, d'où les liens privilégiés avec Viktor Orban qui s'y prête, entre autres, d'où les liens avec les mouvements d'extrême droite qui, un peu partout en Europe, essaient de prospérer et qui sont manifestement encouragés, sinon aidés à Moscou. Et l'idée de base de Vladimir Poutine est de reconstituer ce que l'on a appelé un glacis, ou en tout cas ce qui était aux marches de l'Empire, au nom de l'idée que la Russie a des adversaires, en l'espèce l'Europe, qui cherchent toujours à l'encercler, ce qui est une simple plaisanterie, mais c'est comme ça que Vladimir Poutine le raconte aux Russes. Et donc vous avez évidemment la Biélorussie qui doit rester dans l'orbite russe, et que probablement Poutine annexera un jour ou l'autre, lorsque Loukachenko aura dégagé. Vous avez le problème évidemment de l'Est de l'Ukraine, qui est en partie récupéré d'ailleurs maintenant par la Russie après avoir récupéré la Crimée. Vous avez les 2 régions en Géorgie qui ont été soustraites à l'autorité de la Géorgie, pour revenir là aussi dans le giron russe. Vous avez la Moldavie aussi qui est dans ce cas-là. Et puis d'une façon plus générale, vous avez un discours russe sur toutes les communautés russophones. Et partout où il y a des communautés russophones, eh bien Vladimir Poutine considère que ce sont des pays qui doivent être étroitement alliés à la Russie et donc doivent sortir de l'Union européenne s'ils sont dans l'Union européenne. Je pense évidemment aux pays baltes, où il y a notamment certains des pays baltes, il peut y avoir jusqu'à 40% de Russes
russophone. Voilà le contexte et voilà la stratégie de Vladimir Poutine à laquelle nous avons à faire face. Il faut replacer l'épisode biélorusse dans ce contexte où il a trouvé en Loukachenko quelqu'un d'assez commode parce qu'il appuie là où il pense que ça fait mal à l'Europe, pour le plus grand bénéfice, j'allais dire, en tant que spectateur de Vladimir Poutine et en tant aussi que complice objectif, parce que s'il mettait le haut là à ce que veut faire Loukachenko, ça lui prendrait moins de 24 heures d'arrêter les frais. Donc voilà ce que l'on peut dire aujourd'hui c'est pas lui qui a organisé la traite humaine qui est organisée par Loukachenko, mais sans sa complicité, j'allais dire, objective, nous n'en serions pas là. Alain, dans votre chronique du Monde de cette semaine, vous revenez sur les déclarations de celles et ceux qui, à la lumière de cette affaire, plaident pour un dialogue avec la Russie et vous êtes assez sévère avec eux. C'était une incursion de ma part dans l'actualité locale, dans le territoire national, dans l'actualité française et de la campagne. Je suis frappé par une sorte de simplisme en politique étrangère qui consiste pour beaucoup des prétendants, des postulants à l'élection présidentielle, qui consiste à dire « mais on ne réglera nos problèmes que par un dialogue sérieux et substantif avec la Russie ». Alors, premièrement, je ferai remarquer qu'il y a un dialogue intense avec la Russie, notamment de la part de la France. C'est même un dialogue institutionnel, puisque tous les ans, il y a ce qu'on appelle un dialogue à 4, avec les 2 ministres des Affaires étrangères face aux 2 ministres de la Défense. Ils se sont d'ailleurs rencontrés, alors une fois c'est en Russie, et l'autre fois c'est en France. Ils se sont d'ailleurs rencontrés à nouveau cette semaine, et je peux vous en dire un mot, ça s'est pas bien passé, parce qu'il n'y a eu aucune concession des Russes, ni sur l'Ukraine, où en ce moment on est à nouveau face à des manœuvres de l'armée russe aux frontières du Donbass, les 2 zones sécessionnistes que soutient naturellement Moscou. Et donc à nouveau une situation d'extrême tension dans cette guerre qui n'est pas finie d'ailleurs, qui n'est pas finie, qui n'est pas gelée, qui est souvent chaude avec tirs d'artillerie d'un côté et de l'autre. On a cette situation-là, et puis on a la situation en Géorgie dont on parlait, etc. Et donc ce dialogue, qu'il s'agisse de l'Ukraine, qu'il s'agisse de la Syrie, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut collaborer? Est-ce qu'on peut commencer à envisager de reconstruire la Syrie? Mais à ce moment-là, il faudra une évolution politique, etc. Rien. Il n'y a pas de concession. Il n'y a pas de concession. La stratégie russe, c'est d'essayer de reconstituer ce qu'ils appelaient du temps de l'Union soviétique, leur étranger proche, c'est-à-dire des pays, comme l'a expliqué Jean-Marie, dont la souveraineté est limitée. C'est-à-dire qu'ils doivent accepter qu'ils ne peuvent pas entrer dans l'Union européenne, par exemple. Ou s'ils le font, alors on déclenche un conflit, comme en Ukraine, comme en Géorgie, enfin s'ils le font, s'ils s'associent à l'Union européenne, pas s'ils deviennent membres de l'Union européenne. Ça doit rester cette manière de glacis. Et donc voilà la situation. Et je trouve que ça sert à quoi de s'en aller en répétant dialogue avec la Russie, dialogue avec la Russie, dialogue avec la Russie. Nous avons, et c'est bien normal, ce type de dialogue avec cet immense pays qui va pas s'en aller, qui va rester le même demain, dont certains éléments de la politique étrangère ne vont pas changer avec un autre régime. Nous avons naturellement ce type de dialogue. Mais il faut savoir qu'il est limité. Il faut savoir qu'il y a des questions sur lesquelles les Russes estiment qu'ils n'ont aucune concession à faire, qu'ils en ont déjà assez faites dans les années 1990, au moment du démantèlement de l'Union soviétique, et que maintenant c'est à nous d'en faire. C'est à nous d'accepter que l'Ukraine doit rester sous une manière de tutelle russe. La Géorgie doit rester sous une manière de tutelle russe. Poutine méprise Loukachenko, sans doute, mais il ne veut pas que les élections ont été volées par Loukachenko cet été. L'opposition a gagné ces élections, c'est le plus vraisemblable en tout cas. Et simplement, si l'opposition arrive au pouvoir à Minsk, eh bien, la Biélorussie, comme vous le disiez, risque de développer des liens avec le camp occidental. Et c'est ça que ne supporte pas Poutine. C'est ça qu'il y a derrière cette histoire. Donc, Poutine, la Russie, si vous voulez, c'est un enfantillage, c'est de l'angélisme. Les gens qui nous disent qu'il faut un dialogue avec la Russie plus substantiel ignorent qu'il y a déjà un dialogue substantiel avec la Russie, mais que ce dialogue est par définition limité. Il est limité. Moi, je l'approuve, je n'ai rien contre ce dialogue avec la Russie. Je pense qu'il faut le faire, mais il est limité. C'est illusoire, c'est là qu'est l'angélisme.
L'angélisme, c'est pas du côté de ceux qu'on accuse d'être des droits de l'homiste et de ne pas vouloir développer des relations avec la Russie. Pas du tout. L'angélisme, il est de l'autre côté. Il est chez ces gens qui vous disent qu'on va résoudre nos problèmes avec un nouveau dialogue avec la Russie. Il n'y aura pas de nouveau dialogue avec la Russie. Ça sera toujours le même et il s'exercera dans un champ très limité de sujets et de domaines. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la visite du représentant européen pour la politique extérieure, Josep Borrell, qui est intervenu en février de cette année, qui était allé en Russie pour essayer de discuter, qui avait été d'ailleurs très très mal reçu, et qui était revenu avec une analyse très froide, disant « mais je suis allé porteur d'un espoir de dialogue et ça ne les intéresse pas ». C'est exactement ce que dit Alain, ça ne les intéresse pas parce qu'il est dans autre chose, il est dans une politique de puissance, il est dans une politique où l'Union européenne c'est l'ennemi, en revanche il va essayer d'avoir des points d'appui bilatéraux auprès de ceux qui veulent bien s'y prêter. Et c'est là qu'on retrouve un certain nombre de voix françaises, parce que ces voix françaises qui plaident sans arrêt, ce sont les petits télégraphistes de Poutine. Et c'est devenu un marqueur de l'extrême droite, ou de la droite de la droite. D'ailleurs, il n'y a pas que Poutine qui est courtisé comme ça, il y a aussi Assad. Je veux dire, mais c'est la même politique russe, Syrie, Russie et extrême droite française. C'est devenu un marqueur de l'extrême droite. C'est une ironie de l'histoire immense d'ailleurs, parce que moi je me souviens d'une rencontre fortuite avec Jean-Marie Le Pen, que par ailleurs j'avais suivi comme jeune journaliste, j'avais été affecté au suivi de l'extrême droite, donc je connaissais bien Jean-Marie Le Pen. Je le croise et il se tourne vers ses collaborateurs en me montrant, en disant « c'est Moscou, c'est Moscou, c'est Moscou ». Parce que l'obsession de Le Pen, c'était de considérer que quand on n'était pas de son côté à lui, on était du côté nécessairement de la gauche, et donc du côté de la gauche c'était Moscou. Mais oui, Moscou contrôlait d'une certaine façon le Parti communiste français, et aujourd'hui, il contrôle l'extrême droite française. On a toujours affaire à Moscou, et donc croisant Marine Le Pen ou Éric Zemmour aujourd'hui, je pourrais me retourner et dire c'est Moscou, c'est Moscou, c'est Moscou. C'est ça la politique française aujourd'hui, et c'est bien triste parce que c'est vraiment méconnaître la réalité de ce qui se passe et méconnaître que, en effet, l'Europe est une puissance en devenir et en tant que telle, il y a un certain nombre de gens qui vont vouloir l'empêcher de grandir, l'empêcher de s'affirmer. Pourquoi ? Pour nous ramener à nos petites dimensions où, comme l'a dit le professeur Juvin, la droite, en faisant cela, se miniaturise. C'est vraiment se miniaturiser et passer à côté des grands enjeux qui sont les nôtres dans la période actuelle. Merci messieurs. Alain, je rappelle votre chronique dont vous nous avez parlé chaque jeudi dans Le Monde et sur lemonde.fr. Jean-Marie, quant à vous, vous participez chaque jeudi aussi à l'émission politique sur France 24. Merci messieurs et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Monde devant soi. Retrouvez Le Monde devant soi chaque vendredi sur slate.fr, votre plateforme de podcast préférée.